Ravi de vous accueillir sur le stand KPMG pour vous parler aujourd'hui d'intelligence artificielle. C'est un peu un sujet récurrent sur ces quelques jours, mais de l'illustrer aussi avec ce que KPMG et SAP SuccessFactors font chez leurs clients. Et donc, je me présente, Philippe Vallot, je suis associé en charge des sujets de transformation RH et SIRH chez KPMG. Et Pierre? Et bonjour à tous, je suis Pierre Arnaud, je suis en charge des équipes de consultants fonctionnels chez SAP SuccessFactors sur le domaine de la RH. Merci Pierre. Donc pour démarrer, on voulait commencer par vous parler un peu d'éléments de tendance qu'on constate un peu de manière globale au sein des organisations et des DRH sur ces sujets de transformation et d'intelligence artificielle. Donc, et après bien sûr on viendra sur ce que SAP et SuccessFactors en particulier ont pu mettre en place et les cas d'usage qu'on peut constater dans le cadre de la solution et de ce qui se voit chez les clients. Donc, pour démarrer sur les éléments un peu de contexte, peut-être un premier point, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on est passé d'un environnement qui était très orienté sur les craintes liées à l'arrivée de l'intelligence artificielle, et on l'a vu avec tout ce que ça a impliqué sur l'évolution des rôles de chacun, des jobs, des compétences nécessaires, comment finalement on allait se retrouver dans ce monde qu'évoluait l'intelligence artificielle, comment finalement aussi les process RH allaient devoir évoluer pour, je dirais, intégrer ces éléments de transformation digitale assez majeurs. Et ce moment de crainte et de disruption fort est aujourd'hui remplacé par un moment qu'on voit chez nos clients aujourd'hui DRH et de manière globale dans les organisations sur comment finalement on va saisir ces opportunités, comment on va traiter ces challenges en jouant sur plusieurs leviers. Le premier, et là aussi c'est un sujet qui est venu assez régulièrement sur le salon, c'est comment on va embarquer le top management, le leadership, dans la compréhension de ce que ça va changer pour l'ensemble de l'organisation et les people dans l'organisation. Premier volet. Deuxième volet, c'est comment on va poser cette vision stratégique. Donc on parle beaucoup des cas d'usage, mais comment finalement, les cas d'usage ça peut être très, je dirais, granulaire, mais c'est comment on va poser une ambition d'ensemble pour l'organisation et bien sûr pour la DRH, dans la façon dont on va intégrer l'intelligence artificielle dans le mode de fonctionnement du quotidien. On reviendra sur quelques cas concrets. Le troisième volet, là je vais en reparler un peu plus tout à l'heure, c'est les sujets d'acculturation, d'accompagnement du changement, parce que ces transformations, ces évolutions des ways of working, je dirais de ce que tout un chacun va faire dans l'organisation, va passer par un travail d'accompagnement du changement assez fort pour justement faire en sorte qu'on délivre la valeur que cette transformation de l'intelligence artificielle va apporter. Et le dernier volet, c'est un peu la structure, l'organisation, c'est comment on doit repenser notre gouvernance, notre façon de s'organiser, les processus de manière très opérationnelle, de manière globale et a fortiori côté RH. Donc ça, c'est pour poser un peu le cadre. Élément, alors je vais rester peut-être dans les éléments un peu anxiogènes, c'est-à-dire qu'on parlait des disruptions et des craintes. Quelques éléments quand même de contexte, parce que l'intelligence artificielle, c'est plein d'opportunités, mais c'est aussi potentiellement, il y a quelques barrières. Je vous ai évoqué les compétences. Ça, c'est un premier sujet. C'est comment, finalement, on va aussi doter l'organisation, les collaborateurs des compétences nécessaires. Alors, ça va être sur l'utilisateur final, l'employé ou le manager lambda, j'allais dire. Mais c'est aussi comment on va s'équiper et avoir les compétences qui permettent de mieux gérer ces intelligences artificielles et organiser, finalement, l'évolution des processus en conséquence. Donc, ça, on le voit, c'est au cœur des préoccupations de nos clients DRH. C'est comment on va développer nos collaborateurs pour être vraiment en capacité d'embrasser cette révolution de manière globale. Si je passe sur le deuxième sujet, là c'est un sujet plus technique, c'est comment finalement on va aussi se doter de l'infrastructure technique pour pouvoir gérer cette évolution, parce qu'on se rend compte que ça demande, alors Pierre pourra en parler mieux que moi, mais voilà, de la ressource technologique. Et derrière ça, je voulais évoquer un sujet au-delà de la technique, dont on pourra reparler après avec Pierre, c'est aussi comment on arrive à une AI sustainable. Parce que derrière, c'est beaucoup finalement de consommation d'énergie et il y a un sujet d'arriver à trouver cet équilibre et peut-être d'avoir une certaine frugalité dans l'utilisation de l'AI en se disant comment j'utilise à bon escient pour aussi être conscient que cette surconsommation d'énergie et de ressources doit se faire dans un environnement ESG qui nous concerne tous. Si je repars un peu en haut à gauche, la data. Ça, c'est un sujet récurrent qu'on a avec nos clients DRH parce que certains le voient certainement dans leur organisation. La data RH est des fois d'une relative pauvreté, c'est-à-dire qu'on a peu de données, d'une qualité assez moyenne, je reste soft, et ça c'est un vrai sujet de transformation, c'est-à-dire qu'on le voit beaucoup, on a beaucoup de clients DRH qui nous disent on veut faire de l'AI, on dit super, mais à un moment il va falloir que vous dotiez de la data qui est nécessaire pour pouvoir l'exécuter.
Et donc derrière, il y a deux sujets. C'est d'une part, comment on va se doter de cette donnée, comment on va constituer la donnée nécessaire à pouvoir vraiment exécuter ce que l'intelligence artificielle va pouvoir faire. Mais deuxièmement, c'est parce qu'on peut se dire on va se doter de la data, mais ça peut prendre des mois, des années. C'est un processus long. Mais comment on va lancer des expérimentations en se disant quels sont les sets de data où on sait qu'on a de la fiabilité. Ça peut être sur des sujets de recrutement, par exemple, où on sait que voilà, on a une base de recrutement qui est assez fiable et on va commencer à tester de l'intelligence artificielle. Parce que c'est cet enjeu de test and learn, on y reviendra aussi, qui fait qu'on va pouvoir encore plus d'efficience dans la façon de gérer l'intelligence artificielle. Et dernier volet, les contraintes réglementaires. Et on le voit avec l'AI Act qui est voilà, sur le point d'être signé ou très bientôt. On va avoir beaucoup plus de contraintes, alors à un niveau global dans l'utilisation, et les éditeurs sont très soumis à ça. Il va y avoir des usages interdits complètement, quand il y a des sujets de biométrique, comment on va utiliser finalement même les émotions des personnes pour en tirer des conséquences grâce aux intelligences artificielles. Il y a des usages qui vont être interdits et d'autres qui vont être extrêmement encadrés. Donc vous le verrez avec l'arrivée de cet AI Act européen, ça va quand même changer aussi la façon dont on doit, au niveau des éditeurs, mais aussi au niveau des entreprises, repenser l'usage et s'assurer qu'on contrôle bien la façon dont on utilisera l'intelligence artificielle. Donc, on a parlé de contraintes, mais on va parler aussi de choses positives, c'est les cas d'usage. Alors, on y reviendra encore plus largement avec Pierre, qui va vous l'illustrer, mais en tant que bon consultant, il faut que je vous fasse un slide avec quelques éléments de cet ordre-là pour vous parler des grands cas d'usage qu'on voit. Donc, je vais l'illustrer. Donc, les premiers sujets qu'on voit, et je vais illustrer vraiment avec les sujets RH, c'est tous les sujets de comment on utilise cette intelligence artificielle dans un mode moteur de recherche. Là, les cas d'usage qu'on voit, ils sont très liés à tout ce qui est HR Analytics, reporting. Comment on arrive à aller mieux utiliser la donnée, aller chercher de la donnée éparse pour en sortir des analyses, des conclusions aussi que des individus ne pourraient pas faire. Et que ça vienne apporter aux managers et aux DRH les outils qui leur permettront de prendre les bonnes décisions et de mieux accompagner les collaborateurs. Parce que ça, c'est un enjeu, c'est comment on accompagne mieux aussi le collaborateur dans son quotidien. Les sujets de génération, alors d'idées ou de contenu, je vais les regrouper un peu. Et là, ce qu'on voit, les tendances qu'on voit d'un point de vue RH, je vais vous donner une illustration, c'est sur la formation, le learning. Comment on va utiliser aussi l'intelligence artificielle pour constituer des supports de formation, je dirais, qui n'étaient pas forcément faciles à produire par le passé ou très longs à produire, très coûteux. Et là, on va utiliser justement toute la capacité de l'intelligence artificielle de prendre des contenus existants, de reconstituer des éléments pour pouvoir fournir une formation beaucoup plus rapidement, de manière aussi moins coûteuse. Deuxième type de cas d'usage. Sur l'expérience employée, alors, on en entend beaucoup parler. L'expérience employée, c'est beaucoup de choses, c'est pas que de la technologie. D'ailleurs, je vous invite à lire l'étude qu'on a pu faire l'année dernière qui parlait du rôle du manager dans l'expérience employée, c'est quand même central. Mais si on revient sur la technologie et l'intelligence artificielle, on le voit, alors il y a les chatbots qui existaient de longue date, mais qui se renforcent et on se rend compte que là, c'est le sujet de comment on va justement avoir ces outils de type chatbot qui vont accompagner le collaborateur dès le pré-boarding, dès l'onboarding, pour justement arriver à avoir une expérience bien plus positive que celle qu'on pouvait avoir avant. Ça ne veut pas dire que le RH va sortir du jeu, mais ça va venir complémenter finalement le rôle du RH en apportant, quand c'est nécessaire, même de manière, je dirais, désynchronisée avec le temps de travail, le support qu'un collaborateur peut avoir en répondant à ces questions clés. Dernier point, c'est comment on va automatiser certaines tâches, certaines activités. On le voit dans des sujets, alors ça existait déjà un peu avant, on parlait de robotisation avant de parler de manière plus globale d'intelligence artificielle, mais comment on va changer la façon finalement d'exécuter certaines tâches en utilisant l'intelligence artificielle. Donc on le voit dans les contrôles de paye, on le voit dans l'exécution de certaines tâches de recrutement. Et d'ailleurs, c'est un point que je voulais évoquer là, parce qu'on l'a vu chez des clients qui ont été assez extrêmes dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui ont voulu lancer des expérimentations. Alors, c'est dans certains secteurs très particuliers, dans les call centers par exemple, qui ont voulu des fois complètement automatiser les processus de recrutement. Et certains l'ont testé en se disant, on ne va plus avoir de recruteurs, on ne va plus avoir de managers. Comme on est dans des usines à recrutement, on va utiliser une intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, et je trouve que c'est assez rassurant la conclusion de cette expérimentation, c'est qu'ils se sont dit, ça ne marche pas complètement. C'est qu'à un moment, il faut de l'humain dans la chaîne, il faut des recruteurs et des managers qui vont aussi avoir cette interaction avec le candidat, parce que la qualité de recrutement de ceux qui avaient utilisé l'intelligence artificielle à plein, elle était mauvaise. Donc on revient là sur aussi ce point important, c'est tout est dans l'équilibre. La digitalisation, l'intelligence artificielle est là, mais il faut que l'humain garde sa place pour avoir vraiment de la valeur et puis continuer à faire en sorte que nos environnements de travail soient humains. Dernier point, et puis là c'est une invitation finalement aussi à
comment prendre le sujet, parce qu'au-delà de se dire il y a des use cases, il y a tout un tas de choses à faire, c'est comment vous devez le prendre. Alors, on parle de test and learn depuis tant d'années, mais là, ça prend encore plus de valeur. C'est que l'intelligence artificielle dans le monde RH, c'est de l'expérimentation, c'est tester, c'est mettre vos collaborateurs, vos managers dans cette dynamique, parce que les cas d'usage les plus pertinents, ils viendront d'eux, ils viendront des gens de manière opérationnelle. Donc c'est expérimenter, expérimenter, expérimenter. Deuxième point, c'est regarder ces processus, se dire tiens, où sont les opportunités finalement d'intégration de l'intelligence artificielle, où sont les leviers, les éléments d'inefficience, où est-ce que finalement on a une expérience employée qui est de mauvaise qualité parce que c'est les retours qu'on a, et ensuite se poser la question de comment justement on va enrichir l'expérience et la façon de voir les processus grâce à l'IA et des outils comme SuccessFactors. Troisième volet, alors c'est équipe workforce, on pourrait se dire c'est les outils, mais derrière c'est aussi le sujet de l'accompagnement, l'acculturation. C'est pas que de l'équipement technique, c'est comment on leur donne les bons réflexes, la façon dont on s'approprie les outils. Et là, on est vraiment dans la conduite du changement pour pouvoir en tirer toute la valeur. Encore une fois, c'est pas que de la technologie. La technologie est importante, mais c'est la façon dont on va les embarquer. Et donc là, ça veut dire que vous devez anticiper ces grands programmes de change management dans vos projets. Et dernier point, c'est pas qu'un moment dans cette révolution, c'est quelque chose dans la durée. Et on est parti pour des années, des siècles peut-être dans tout ça. Donc c'est comment vous organisez, comment vous mettez en place la structure, les personnes pour vous assurer que c'est quelque chose qui, de manière pérenne, vous permette de gagner en efficience. Je vais m'arrêter là, parce que le temps tourne. Et l'important, c'est que vous voyez aussi ce qu'une solution comme SuccessFactors peut apporter dans ce contexte-là. Pierre, the floor is yours. Eh ben, merci Philippe. J'essaierai de rebondir un petit peu sur tout ce que tu as dit je ne peux pas trouver d'autres mots que pertinent. Donc on va essayer de rebondir pour illustrer et essayer de comprendre finalement comment une solution technologique comme SAP SuccessFactors peut accompagner nos clients dans la compréhension et les usages de ces cas d'intelligence artificielle. Et donc, avant de rentrer dans le détail et dans le cœur du sujet, de dire quand même, et pour rebondir sur tes premiers mots des craintes qui existent autour de l'intelligence artificielle, chez SAP SuccessFactors, on est pour une fois très fiers d'être une entreprise allemande et européenne. Pourquoi ? Parce que c'est les sujets d'éthique, les sujets de responsabilité autour de l'AI, c'est des choses qui sont très importantes pour nous. Aucun scénario, use case technologique ne peut voir le jour chez SuccessFactors sans passer par un comité d'éthique et une validation à différents niveaux, au plus haut niveau de l'organisation. Donc c'est très important pour nous de valider cette vision responsable de l'AI. L'un de nos concurrents est en procès aux États-Unis pour des raisons de biais autour du recrutement. On peut même imaginer des procès à plusieurs millions d'euros autour de l'AI. Donc cette notion d'éditeur responsable, c'est quelque chose qui est très important. Et pour rebondir sur le deuxième point que tu notais, sur la data. Il n'y a pas d'AI sans data. C'est le pétrole, c'est le carburant de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, SAP SuccessFactors a la chance d'accompagner plus de 10 000 clients dans le monde. Il y a pas loin de 300 millions d'utilisateurs qui utilisent SuccessFactors au quotidien chez nos clients. Et donc, c'est l'assurance pour vous, pour nos clients, du fait que SAP s'appuie sur de la data qui soit reliable, qui soit structurée, et donc qui permette après de construire ces scénarios, ces use cases qui vont apporter de la valeur au business et à la RH. Donc c'est vraiment ces deux piliers qui après nous permettent d'offrir de l'AI responsable, valide et avec un apport de valeur métier. Et donc aujourd'hui, on a la chance chez SuccessFactors, et ce sera mon dernier message finalement, de se dire que cette AI responsable qui apporte de la valeur, elle est aujourd'hui présente dans l'ensemble de notre suite RH et donc dans l'ensemble des modules et des business process. Philippe mentionnait le recrutement, l'onboarding, la performance, la gestion administrative. Tout ça, c'est autant finalement de process métiers sur lesquels on a embarqué de l'intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'intelligence artificielle, on va très vite. Ça va très vite sur le marché, ça va très vite avec les partenaires technologiques, mais ça va très vite aussi chez un éditeur comme SuccessFactors, puisqu'on a depuis un an plus de 80 use cases de scénarios d'AI qui ont été embarqués dans notre solution. Donc je trouve que c'est aussi très rassurant de voir que nous, éditeurs, on est capable d'aller très vite sur ces sujets. Et donc, aujourd'hui, quand on parle AI, et ça, on parle de tous les stacks technologiques, et je vais illustrer ces stacks technologiques tout au long de ma présentation. Finalement, on va parler de
Generative AI. Donc là, je pense que si quelqu'un dans la salle ne connaît pas Generative AI, je pense qu'on a un problème, mais c'est tous les équivalents de ChatGPT, etc., tout ce qui va être la création de contenu. On va avoir du conversational AI. Philippe mentionnait tout ce qui va être autour de ces chatbots, de ces digital assistants, sur tout au long du parcours du vie du collaborateur. Et puis on va voir tout ce qui va être des problématiques de deep learning, où là on va être plus dans l'apprentissage de la solution. Tu mentionnais la partie analytics, etc. C'est la capacité à lire, à comprendre le passé pour déduire l'avenir. Et donc l'ensemble de ces stacks technologiques, on les couvre au travers des différents use cases que nous allons illustrer maintenant. Donc si je reprends par exemple sur la partie recrutement, et Philippe, tu mentionnais le recrutement, c'est pas un hasard, le recrutement c'est un énorme levier chez nos clients de gain d'efficacité. Parce qu'on parle de très haut volume, on parle d'énormément de recrutement qui existent. Et donc aujourd'hui, le premier cas d'usage qu'on va avoir développé, c'est la capacité finalement à créer et à générer des job descriptions, à générer des profils de candidats, des profils de rôles directement dans la solution. Donc voilà, embarquer pour les recruteurs, les managers, la capacité d'enrichir ces offres pour pouvoir générer ces profils de poste, ces profils de job directement forts des informations du marché. Pour pouvoir enrichir au quotidien ce que c'est qu'un job de project manager, ce que c'est qu'un job de consultant senior, pour pouvoir ensuite le valoriser en termes de compétences en interne, mais aussi mieux le vendre en externe. C'est aussi tout cet intérêt de pouvoir s'appuyer sur le marché pour pouvoir illustrer ces éléments-là. Et donc, si on continue cette boucle sur le recrutement, on a marketé cette offre, valorisé l'offre en direct depuis la solution, peut-être même enrichi notre bibliothèque de contenu de job repository. Et on va être capable ensuite, pour le recruteur, de pouvoir identifier finalement les meilleurs candidats. Et là, Philippe, tu mentionnais le skills, c'est finalement d'être capable, au travers de ce job qui a été enrichi, de pouvoir déduire de chaque candidat, interne, externe, les compétences qui matchent en fonction du rôle. Et non seulement les compétences qui matchent en fonction du rôle, mais aussi peut-être les compétences connexes qui, elles, vont nous intéresser dans le cadre d'un parcours de carrière de ce candidat. Et se dire que finalement, ce candidat qui postule pour un job de project manager, on a peut-être un avenir aussi dans un métier beaucoup plus commercial. Et donc de pouvoir identifier aussi ses rôles et ses compétences déjà en amont dès le recrutement. C'est des skills connexes. On va pouvoir aussi, bien évidemment, pour les recruteurs, identifier les skills qui manquent pour pouvoir déjà, dans un processus d'onboarding aussi, peut-être identifier des parcours de formation pour accélérer le temps d'onboarding. Et puis, un dernier élément, toujours dans cette idée de boucler la boucle, on peut imaginer que ce recrutement se soit fait via Teams, en intégration directement via Teams. Et là, on bénéficie d'un partenariat technologique qu'on a avec Microsoft, qui par ailleurs est un partenaire technologique et un client, et qui va directement dans Teams, sur la base de ses compétences, de ses profils de candidats, nous fournir à nous, HR, à nous, managers, les questions, les choses à creuser dans le cadre d'un entretien. Et puis, à la fin de cet entretien aussi, grâce à la technologie de Microsoft aussi, peut-être nous aider à directement faire un feedback structuré qui sera renvoyé dans la solution pour le recruteur. Donc, vous voyez vraiment ce process de bout en bout où on va être capable technologiquement d'accompagner les recruteurs, les managers sur des tâches, alors pour les managers notamment qui ne font pas tout le temps, pour pouvoir accélérer ce time to value et être le plus pertinent possible dans des process de recrutement. Et d'ailleurs, j'allais dire, ça va contribuer à ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'enrichissement de la donnée. C'est-à-dire que là, du coup, il y a quelque chose de vertueux, c'est-à-dire qu'on part d'une donnée déjà de base qui s'est enrichie, mais l'outil va lui-même alimenter en données pour être encore plus pertinent dans le futur. Exactement, et ça servira, même ce travail qui est fait sur le recrutement, servira aussi demain, les pesées de poste, la construction des parcours, etc. Tu as entièrement raison. Donc voilà des choses qu'on fait, et ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, on est rentré par le recrutement, on a énormément élargi finalement le cycle de vie du collaborateur, du manager et de la RH pour toucher d'autres pans métiers et d'autres pans business. Le premier pan dont je voulais parler, c'était la gestion des objectifs. Je pense que dans vos organisations, dans nos organisations, on a souvent des managers et des collaborateurs qui vont se connecter une fois, 2 fois dans l'année au SIRH pour développer et créer leurs goals. S'ils se connectent. Eh bien, aujourd'hui, en fait, directement embarqué dans notre solution, on va venir pouvoir proposer aux managers, aux collaborateurs un prompt
pour pouvoir immédiatement définir quels sont les sujets finalement de ce goal plan. Et immédiatement, en fait, la solution va enrichir sur la base de ce prompt la structuration d'un goals. Et cette structuration d'un goals, elle va non seulement être enrichie, mais elle va être aussi structurée. Et structurée, quand on parle d'objectifs dans le monde de l'ARH, c'est structuré de manière smart, évidemment, avec des metrics, avec des due dates, des caractérisations de tous ces objectifs. Mais au-delà de ça, on veut le structurer en allant plus loin. C'est-à-dire que de ce prompt-là et de cet objectif annuel, on veut pouvoir offrir aux managers, aux collaborateurs, l'opportunité de déduire des milestones, de construire finalement un parcours d'apprentissage tout au long de l'année pour atteindre ces objectifs. Et donc là, on vient répondre à une vraie problématique business qui est de comment j'accompagne et je donne les moyens de donner du sens à des process qui sont historiques. Ça fait des années qu'on fait du goal management, évidemment. Mais comment je donne du sens et je structure ça en m'appuyant sur la technologie. Et tu parlais de responsabilité. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on va toujours laisser la main à l'utilisateur final pour valider. En tout cas, notre philosophie chez SAP SuccessFactors, c'est de ne pas décider à la place d'un utilisateur final. C'est d'offrir cette opportunité de structurer ça directement dans un contexte métier, dans un contexte business, enrichi, comme tu disais, des formulaires de performance des années précédentes, enrichi des rôles des années précédentes de chacun des collaborateurs pour donner du sens à ces process-là. Et donc ça, c'est un exemple, mais aujourd'hui, cette donnée structurée qu'on veut avoir, on veut pouvoir aussi offrir aux managers et aux collaborateurs la capacité aussi d'enrichir des feedbacks. Et donc là, le choix qu'on a fait, c'est à chaque fois qu'il y a une évaluation, à chaque fois qu'il y a un feedback, à chaque fois qu'il y a un élément textuel structuré dans le cadre d'un process RH, on a voulu permettre à chaque collaborateur, à chaque manager d'enrichir ces éléments. Et là, comment ça va fonctionner? Tout simplement, en fait, on va rentrer un texte libre sur lequel je vais valider la performance, ou Muriel, ici présente, fera un feedback sur cette présentation. Et immédiatement, en fait, on va pouvoir s'appuyer sur la solution pour enrichir ce feedback. Et l'enrichir de manière, là encore, est-ce que ça sera plus impactant, plus pertinent, plus structuré aussi en rapport des compétences ou on va dire des aspirations des collaborateurs pour pouvoir lui donner du sens. Et là, directement, on va se voir proposer une amélioration de ce feedback directement dans la solution. Et donc là, il y a un double impact. Un impact, bien évidemment, de valorisation du rôle de manager et de coach. Il y a aussi un impact RH en termes de est-ce que ce que je dis va être légal, va être légalement accepté et va être pertinent. Tu parlais de responsabilité, c'est aussi ce qu'on a, nous, en devoir en termes d'éditeurs, d'éviter des feedbacks, des biais d'évaluation dans toute la structuration de ce qu'on fait en termes d'évaluation de la performance. Le dernier point sur cette partie de GenAI, et qui fait écho à ce que tu disais, Philippe, en introduction, c'est comment la GenAI peut structurer de la donnée. Et donc là, un exemple sur la partie rémunération ou sur la partie performance, c'est comment embarquer dans la solution, je vais pouvoir structurer le passé. Ce qui veut dire, on peut imaginer qu'un collaborateur, il a eu pendant des années des évaluations de performance, des changements de rémunération, que ce soit des changements de rémunération variables, fixes, que ce soit peut-être des bonus en dehors d'un cycle, etc. Et là, on va pouvoir structurer cette donnée pour pouvoir offrir aux managers la capacité, aux managers et aux équipes RH, bien évidemment, de pouvoir retrouver cette donnée structurée et de comprendre le passé, là encore, pour prendre des bonnes décisions à l'instant T et des bonnes décisions dans le futur. Donc là, c'est toute cette capacité de GenAI à structurer de la donnée et à offrir une information valorisable pour le collaborateur et pour le manager. Donc c'est tous ces éléments qu'on fait autour de la GenAI, et en additionnant ces éléments-là, on veut aussi pouvoir offrir une expérience digitale nouvelle autour d'un assistant digital qui s'appelle, excusez pour les Français, mais qui s'appelle Joule. Joule, c'est finalement la volonté de pouvoir construire cette expérience tout au long d'un multiprocess, que ce soit de la RH, mais que ce soit aussi de la vente, du CRM, etc. Et cross-module, pouvoir offrir cette expérience digitale. Sur la RH, ça veut dire quoi?
Ça veut dire déjà être capable directement d'interroger cet assistant digital tout au long de mon quotidien. Et je crois que je suis là, donc je vais me bouger. Et quand je dis interroger cet assistant digital, ça veut dire aussi être capable de processer des workflows, de processer des actions. Ici, par exemple, la capacité pour un manager de créer des nouveaux postes. Et donc, non seulement notre assistant digital va guider au travers de questions l'expérience digitale, mais va aussi gérer des process. Et gérer des process, ça veut dire quoi? Ça veut être capable d'initier des workflows tout au long d'un cycle de vie du collaborateur et du manager pour pouvoir guider, encore une fois, ces personnes et gérer des actions concrètes dans le système. Et gérer des actions concrètes dans le système, c'est bien. Le dernier point, c'est également de pouvoir, et là je vais m'appuyer sur, pour faire écho à ce que tu disais en imaginant des process d'onboarding ou des process de questionnement et de knowledge based tout au long d'un candidat ou d'un cycle de vie collaborateur, de pouvoir stocker toute notre donnée de base de données de questions, de bénéfices, quels vont être mes bénéfices, quelles vont être mes règles auxquelles j'ai le droit en tant qu'employé, en tant que manager. Et donc, je vais pouvoir stocker toute cette information avec Microsoft, avec SharePoint, gérer finalement toutes ces règles métiers. Et ensuite, directement, chacun d'entre nous, chaque collaborateur, chaque manager pourra interroger directement Joule pour trouver la réponse qui lui correspond. Et ce qui est intéressant ici, c'est que, en fait, Joule et SAP SuccessFactors vont savoir qui vous êtes en termes de rôle dans l'organisation, qui vous êtes en termes de nationalité, qui vous êtes en termes peut-être de grade dans l'organisation. Et lorsque vous allez lui poser une question, il va retrouver de manière structurée ce à quoi vous avez le droit, en fonction des règles de l'entreprise, et référer à la policy pour ensuite pouvoir permettre de creuser, de continuer à creuser ces questions. Et donc là, typiquement, quand on parle d'expérience collaborateur, c'est ce que tous nos clients et nos prospects attendent finalement d'un éditeur et d'un éditeur de SIRH pour pouvoir offrir cette expérience de bout en bout sur une policy et finalement enfin réconcilier, j'ai envie de dire, la partie knowledge base, la partie légale et la partie expérientielle d'un SIRH. Donc, c'est des éléments qu'on trouve très importants. Le dernier point, l'interaction, c'est aussi sur des process de base, des process très administratifs. Et c'est aussi une façon qu'on va pouvoir voir pour peut-être des populations plus col bleu, pour pouvoir aussi faire de la gestion des temps, faire toutes ces tâches qui ne sont pas évidentes finalement, de pouvoir gérer un certain nombre de tâches très administratives directement depuis la solution. Donc ça, c'est vraiment un champ expérientiel que vient offrir l'intelligence artificielle au travers d'un outil SIRH. Le dernier point qui va être plutôt autour du deep learning et des compétences, effectivement beaucoup de clients nous parlent du champ des compétences et c'est l'un des gros sujets actuels sur la RH. Là aussi, on va avoir l'opportunité via SuccessFactors d'utiliser finalement SuccessFactors pour se voir recommander un certain nombre de compétences. Et là, on va s'appuyer, encore une fois, sur la donnée de qui vous êtes. Et donc, ce qui va intéresser les organisations, c'est finalement de se dire, vous êtes dans un certain rôle, à un niveau de l'organisation, mais peut-être vous avez eu d'autres expériences dans le passé, vous avez eu des feedbacks, vous avez suivi des formations. Tu mentionnais le champ des formations. Et donc, tous ces éléments-là vont venir se voir renforcer cette recommandation de compétences tout au long du cycle de vie du collaborateur pour ensuite pouvoir guider des parcours de carrière beaucoup plus individualisés et personnalisés. Et donc là, finalement, c'est la promesse de l'intelligence artificielle d'offrir une expérience beaucoup plus individualisée à chacun des collaborateurs tout au long du cycle de vie. Et donc ensuite, ça va se traduire, bien évidemment, ces parcours vont se traduire sur la base de ces compétences qui ont été recommandées par des opportunités de développement. Et des opportunités de développement, c'est quoi? Ça va être des rôles dans l'organisation. Quels sont les rôles ouverts? Quelles vont être les formations qui vont me permettre d'atteindre mes goals? Quels vont être mes mentors potentiels dans l'organisation? Et donc, là encore, s'appuyer sur ce deep learning, comprendre qui je suis pour pouvoir aussi directement me voir offrir des opportunités de développement. Et ici, par exemple, m'offrir un mentor qui matche exactement avec mes objectifs de carrière, mes compétences et ce que je veux travailler.
Donc c'est encore une fois ce cercle vertueux qu'on veut mettre en place grâce à l'intelligence artificielle directement embarquée dans la solution. Donc voilà quelques illustrations finalement de comment SAP SuccessFactors répond aux enjeux de l'intelligence artificielle et ce que nous disent aussi bien nos partenaires que nos clients et nos prospects. Aujourd'hui, ça arrive de manière réelle. On y est. On y est en termes d'attente du marché, mais on y est aussi en termes de réponse technologique que SAP est capable d'offrir aux clients pour pouvoir finalement enfin, parce que là, finalement, ChatGPT, on rigole, mais ça fait 1 an et demi quand même que c'est sorti. Et finalement, se dire qu'aujourd'hui, notre solution permet, 1 an et demi après, d'avoir des scénarios, des use cases concrets avec une vraie valeur business, avec une vraie valeur métier sur la RH pour les candidats, pour les managers, pour les employés et pour les équipes RH. Très bien. Justement, alors merci Pierre. Et peut-être en conclusion, tu parlais de valeur business, donc je vais rebondir dessus. Parce que finalement, en fait, indépendant de la technologie, c'est comment vos organisations s'emparent de cette technologie pour pouvoir justement apporter plus de valeur au métier. Alors je vais reprendre 3 points que tu as évoqués largement. Le premier, c'est l'expérience. Et on se rend compte aujourd'hui dans un environnement où il faut attirer, il faut retenir, il faut arriver à créer de l'engagement, avoir des solutions qui permettent de faciliter le quotidien, avoir finalement une autosaisie d'un certain nombre d'éléments, etc. Ça va faciliter l'expérience des managers et des collaborateurs. Alors il y a d'autres éléments, on l'a évoqué, mais c'est un élément clé. Le deuxième, c'est la capacité de mieux répondre aux attentes des dirigeants ou des métiers. Là, on l'a vu un peu en filigrane, c'est comment on arrive à se dire comment on va identifier nos compétences. Il y a d'autres éléments qu'on n'a peut-être pas évoqués sur comment on se projette aussi dans l'évolution des métiers, des compétences. Et là, l'intelligence artificielle, il y a des autres volets de la solution qui permettent de se dire on arrive à identifier quels vont être nos besoins en compétences demain et donc d'arriver à apporter cette réponse-là au métier. Et le dernier point, c'est de trouver cet équilibre de coût et de valeur pour la fonction RH. Aujourd'hui, je n'ai pas un client qui me dit comment, avec les coûts qui sont les nôtres, on arrive à dégager plus de valeur. Ce n'est pas forcément réduire les coûts, mais se dire comment on génère plus de valeur. Et là, l'intelligence artificielle va permettre de faire ça en venant compléter ce que le RH opérationnel, les DRH peuvent faire en apportant du coup plus de valeur aux collaborateurs, aux managers et aux dirigeants. Voilà, on espère que ça a été intéressant. On reste à votre disposition, on a encore un peu de temps. Voilà, on est à votre disposition pour en parler. Et en tout cas, on a tous une belle révolution devant nous et il faut la prendre et sauter dedans à plein pied. Merci beaucoup. Merci beaucoup.